Les experts basket saison 3, épisode 9. On est ravis de vous retrouver en cette nouvelle année pour le premier épisode de 2025. On espère bien sûr que vous avez passé d'excellentes fêtes et on est ravis de vous retrouver avec toujours notre consultant Ali Traoré. Bonjour Ali. Bonjour et très belle année. Mais à vous aussi, une excellente année 2025, le meilleur. Est-ce que vous avez passé déjà de bonnes fêtes? Tout à fait, et j'avais vraiment hâte de revenir pour reparler de la Roca Team. Ce professionnalisme. Alors on ne va pas vous laisser attendre, on attaque tout de suite avec notre première chronique, le débrief. Un débrief un peu plus global que d'habitude, mon cher Ali, puisque depuis notre dernière émission, il y a 9 matchs de la Roca Team qui ont eu lieu, avec notamment 5 rencontres d'Euroleague et ce bilan de 3 victoires et 2 défaites pour les Monégasques. On va commencer par le positif, avec donc ces 3 succès, des démonstrations offensives, notamment des succès 93-74 face au Bayern de Munich et 94-75 face à Anadolu. Cette attaque, donc tout feu tout flamme de la Roca Team. Et oui, cette attaque qui est propulsée par le jeu collectif prôné par Vassilis Spanoulis. On sait que l'équipe de la Roca Team a plein de talent sur les lignes arrières. Et voilà, le fait que le ballon bouge mieux, ça permet d'avoir une attaque plus performante. La Roca Team actuellement, qui est deuxième meilleure attaque de toute l'Euroleague, à 4 points seulement du premier. Donc clairement, c'est un jeu très plaisant qui a été proposé face à ces deux équipes. En plus, la victoire avec qui était là, c'était très bien. Autre succès, autre carton offensif face à l'Alba Berlin, victoire 105-90. Typiquement, Ali, le genre de match piège où tout le monde vous voit gagner là-bas face à une équipe du bas de tableau, mais il faut rester sérieux pour prendre ces matchs-là. Oui, bien sûr, il y a certaines équipes qui se sont cassées les dents et d'autres qui n'ont pas gagné de façon très convaincante. Voilà, l'Alba Berlin, c'est un peu l'équipe qu'il faut absolument battre, mais voilà, c'est une équipe qui se bat, qui n'a pas beaucoup de moyens, mais qui se bat. Et si vous n'êtes pas dans les bonnes conditions mentales, vous pouvez repartir de là-bas avec une grosse déception. Donc clairement, Monaco a été très sérieux et a pu revenir avec la victoire. Pour rester sur l'aspect positif et sur les vrais points plus, j'allais dire, de cette série de 9 matchs, Mathieu Strazel, on le répète depuis le début de l'année, la progression est constante, mais là, il atteint quand même un niveau de jeu assez incroyable et surtout une constance. Ah ouais, il est énorme. Il a clairement passé un cap depuis l'été dernier où il est revenu avec une médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Paris. C'est quand même quelque chose. Ça se voit que là, il est totalement intégré dans la rotation en Euroleague, on le sait, quand il est arrivé, il jouait très peu en Euroleague. Maintenant, c'est un vrai joueur d'Euroleague qui apporte énormément de solutions, notamment en défense. Il rentre sur le terrain, il défend comme un chien, comme un petit fou. Il est très adroit, c'est un vrai meneur qui est capable de distribuer le ballon. Non, vraiment, il a passé un cap et c'est un vrai plaisir de voir encore un jeune joueur français en train de... Il est encore jeune, il n'a que 22 ans. On le répète il est là depuis si longtemps, mais il n'a que 22 ans en train de s'affirmer comme les tout meilleurs joueurs de la nation. Il a pris aussi du poids dans cette équipe parce qu'il y a eu une absence qui a fait du mal. Alors, ce n'est pas du tout le même poste, mais c'est vrai qu'Alpha Diallo, qui est l'un des joueurs clés de cette équipe, et son absence fait vraiment beaucoup de mal pour l'instant à Monaco. Oui, bien sûr, et surtout la blessure de Nick Calates, qui a permis à Mathieu Strazel d'avoir plus de temps de jeu, plus de responsabilités. Et là, maintenant, il est clairement bien accroché à ce spot-là, et ça va être dur pour Nick Calates de le déloger. On le disait, donc 5 matchs d'Euroleague, on a évoqué les 3 victoires. Il y a donc 2 défaites à analyser ensemble face aux 2 mastodontes espagnols de l'Euroleague, le Real Madrid et le Barça. Défaite à Madrid 94-72 quand même. Ça, c'était une belle gifle prise là-bas du côté de la capitale espagnole. Oui, comme quoi la gastronomie espagnole, ça ne dérange pas que moi. C'est un souvenir de croquetas mangées à Barcelone. Voilà, c'est une petite inside joke. Mais clairement, Monaco a du mal face aux équipes espagnoles. Le Barça, on va parler du Real d'abord, qui a totalement dominé Monaco. Ouais. Monaco qui a perdu beaucoup de ballons de façon totalement inhabituelle. On sait que Monaco, c'est la meilleure équipe pour ne pas perdre de ballon. Et il y a une constante, parce que face à Barcelone, il y a eu une défaite aussi. Défensivement, c'était pas ça du tout. 98 points encaissés, ouais. Voilà, Barcelone a totalement baladé la défense monégasque, mais aussi a réussi à piquer pas mal de ballons aussi. Ouais. Donc c'est des équipes, comme par hasard, ce sont face à des équipes qui jouent très bien sur les lignes de passe, qui sont très bons en interception. Et du coup, Monaco est retombé dans ses travers, c'est-à-dire il n'y a eu que 13 passes décisives, notamment face à Barcelone. Donc retombé dans l'individualisme, et clairement, on voit que forcément l'équipe est moins forte que quand elle joue avec au moins 20 passes décisives par match. Ça veut dire que cette équipe est encore en construction, parce qu'on l'a vu faire des matchs à 24, 26, 27 passes, notamment face à Fenerbahçe. Et là, qu'il y a un peu ce côté retombé dans les travers, vous l'avez dit, ça veut dire que tout n'est pas encore
vraiment fait, ce qui est logique, hein, parce que coach Spanoulis s'est arrivé il y a pas longtemps. Oui, bien sûr, l'entraîneur Vassilis Spanoulis est arrivé avec ses principes que très récemment. Et voilà, on sait que les mauvaises habitudes, c'est avec le temps que ça part. Deux fois, ça revient, il faut se reconcentrer. Donc clairement, il y aura des retours en arrière comme ça. Mais le plus important, ce sera de réussir à le mitiger le plus possible. Sur le plan global, on a donc 20 journées d'Euroleague disputées, 13-7 le bilan pour la Roca Team. On est dans les clous, tout va bien pour la course au top 4. Ah oui, tout va bien, clairement. Là, premier ex-aequo, si je ne m'abuse, avec une défaite derrière. Oui, deuxième. Pour l'instant, la course au top 4 est parfaitement menée. Voilà, il va falloir essayer de battre les équipes espagnoles s'il le faut, mais clairement la campagne Euroleague cette saison est très très satisfaisante. Voilà pour donc l'Euroleague. On va évoquer aussi rapidement la Betclic Elite, parce que là c'est un sans faute, 4 sur 4 pour les Monégasques dans le championnat français, avec des succès à Limoges, Blois et Nanterre à l'extérieur, et une victoire contre Châlons à domicile. Monaco qui est remonté à la 4e place, voilà, qui est de retour aussi aux affaires en championnat. Oui, les affaires sont bien menées en Betclic Elite. Hein. Clairement, le niveau est moindre et voilà, Monaco doit être au moins dans le top 2. Hein. Voilà, c'est la norme, on va dire. Voilà, la norme selon moi. Donc oui, clairement, une équipe très très sérieuse en Betclic Elite, donc il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Rapidement, avant de passer à votre chronique, mon cher Ali, la petite histoire ou non-histoire avec Elie Okobo, voilà, ce petit geste d'humeur à la fin du match contre Nanterre, il s'est excusé. Bon, voilà, ça fait partie dans un match un peu avec l'intensité. Oui, bon, après c'est un peu extrême, hein, le geste est un peu extrême. On connaît Elie, il a un certain caractère. Mais clairement, voilà, je pense que c'est quelque chose qui va se tasser assez rapidement. Vassilis Spanoulis, si je me souviens, sur un temps mort, il avait dit que l'équipe était pas coachable. Oui, il avait fait un gros coup de gueule. Un gros coup de gueule à l'équipe parce qu'ils étaient menés face à Nanterre. Et voilà, je pense que ce sera très très vite oublié. Oui, en tout cas, il s'est excusé, notre meneur français. On passe à la deuxième chronique de cette émission, c'est la vôtre, le point d'Ali. Ali, on va revenir ensemble sur le 38e LNB All-Star Game qui se déroule traditionnellement, on le sait, à Paris, à l'Accor Arena ou Bercy pour les plus anciens. Vous avez eu la chance, du coup, d'assister, comme chaque année ou comme depuis plusieurs saisons, à cet événement. Première question toute simple, est-ce que ça a été une réussite pour vous, ce 38e LNB All-Star Game? Une réussite, salle pleine, quelques innovations, une bonne ambiance. Franchement, c'était un très beau moment. Vous avez évoqué ce mot innovation, on va bien en parler, notamment lors du Skilled Challenge, le fameux concours de meneurs, vous savez, où il y a un petit parcours à réaliser qui mélange précision des passes, qualité du tir, vitesse. Là, nouveau format avec la finale et ce fameux 1 contre 1, surtout en plus entre deux sacrés joueurs, Elie Okobo et TJ Shorts. Ah ouais, moi j'ai parié qu'Elie Okobo remporterait le Skilled Challenge, notamment quand j'ai vu qu'il y avait 1 contre 1. Ouais. Je me suis dit que c'était le meilleur joueur d'1 contre 1 des 4 joueurs. Finalement, voilà, TJ Shorts, c'est quelqu'un quand même. C'est un monsieur quand même. Voilà, c'est quelqu'un, donc il a réussi à le remporter. C'était vraiment très plaisant. Pour moi, c'est une belle innovation et il faut continuer comme ça. Elie qui a eu la balle de match, j'ai envie de dire. On s'en souvient avec ce petit step back où il a fait tomber TJ Shorts. S'il met le shoot dedans, ça aurait été une séquence assez virale, je pense. Tout à fait, c'est clair. L'autre innovation, c'était le concours de dunk avec, vous savez, d'habitude, les juges n'existaient pas, on va dire, c'était le public qui décidait. Et là, on a mis des légendes du basket français avec Kadourziani, Monsieur Dunk en France, et Alain Digbeu pour un concours qui a peut-être été un peu décevant par rapport aux autres. Clairement, c'était le moment un peu compliqué du All-Star Game parce que le concours, il n'était pas vraiment à la hauteur. Pour moi, il y en avait un qui était vraiment bon sur les 3. On en avait même un qui était blessé. Ouais. Donc c'était un petit peu dingue. Donc oui, voilà, on va dire que la qualité du concours doit augmenter la saison prochaine. Aike Noamou de Chartres, le vainqueur de cette édition. Là où par contre ça a été du très haut niveau, c'est pour les pistoleros, le concours à 3 points, avec le succès de Trevor Hudgens, 23 points en finale, face à la légende du tir en France, Nicolas Lang. Pour le coup, le concours à 3 points était très très bon. Il y a eu du très haut niveau. Trevor Hudgens qui est arrivé
un peu de nulle part. Hein. Je ne Ouais. pensais pas qu'il aurait été aussi bon. Il a poussé Nicolas Lang dans ses derniers retranchements et il a même réussi à le battre, ce qui est pour moi pareil. Hein. J'avais parié sur Nicolas Lang, vraiment. Qu'est-ce qui se passe Rien qui allait sur cette soirée, c'est pas fini. Non, c'était vraiment un très bon concours et j'ai hâte de revoir ces deux-là se tirer la bourre la saison prochaine. Et l'événement que tout le monde attendait, bien sûr, c'était le match des étoiles, traditionnellement, qui oppose donc la Team Monde à la Team France. Je vous vois faire la moue, Ali, vous aviez pronostiqué, si j'imagine, une victoire de la Team France. Tout à fait, j'ai pronostiqué une victoire de la Team France et MVP Nadir Rifi. D'accord. Donc autant dire, rien à voir. Parce qu'il y a eu une victoire en prolongation de Team Monde. On a eu quand même un beau match et un très beau scénario quand même. Oui, tout à fait. Bon, de toute façon, en général, sur les All-Star Games, les joueurs s'échauffent un peu en première mi-temps et voilà, pendant 3 quarts temps même. Et une fois qu'on arrive dans le 4e quart-temps, là, il y a la fierté nationale hein, qui se met en place. Donc du coup, la compétitivité monte. Donc du coup, ça rend le spectacle beaucoup plus intéressant. Je pensais que la Team France gagnerait, ça n'a pas été le cas. Bon, ça ne s'est pas joué à grand-chose, hein. Un succès 149-141 en prolongation de la Team Monde, avec ce geste de Mike James. Oui. Si vous n'avez pas vu le match, égalité à 2 secondes de la fin, Mike James sur la ligne des lancers francs, petite discussion avec Théo Malédon qui lui dit « tu vas pas finir comme ça, rate ton lancer », et il a fait exprès de rater son lancer franc, pour derrière en plus mettre des gros tirs en prolongation. Oui, c'est ça. Mike James, dès que, je sais pas, l'année dernière, il a été MVP. Cette année, pareil, c'est lui Meilleur pratiquement scoreur. qui fait gagner le match. Donc, que dire, hein, il aime le show. Il aime le All-Star Game, il aime le show. Écoutez, c'est pour notre plus grand plaisir. MVP Shevon Thompson, ça doit vous faire plaisir. Un intérieur, c'est rare. Tout à fait. Un bon gros pivot à l'ancienne qui met des paniers dans la raquette, il nous a représenté. Et je tiens à dire que l'entraîneur de la Team France était un pivot aussi, Thiago Splitter. Oui. Donc voilà, on montre que voilà, les pivots, on a de la qualité. En plus de ça, on a aussi un cerveau. Les Big Men sont là. Un petit bilan, Ali, avant de terminer cette chronique sur les Monégasques. Un petit bilan, il y avait 4 joueurs. Eli Okobo, 18 points, 7 rebonds, 5 passes. Meilleur rival de l'équipe française. Ça, déjà, c'est pas mal. Très bien. Mathieu Strazel, un peu moins de minutes, mais 9 points, 6 rebonds, 6 passes. Voilà, dans sa foulée actuelle. Mam Jaïté, alors 7 minutes sur le parquet et 2 tentatives à 3 points. Là, on a vu Mam qui était en mode All-Star Game, il a tenté. Il était clairement en mode All-Star Game, on va dire qu'on n'a rien vu. Et donc, Mike James, 24 points, meilleur scoreur du match, 7 passes, le petit bémol, 7 sur 22 au tir, il a un peu arrosé. Oui, c'est normal, c'est le All-Star Game, il est là pour tenter des choses difficiles, il les a tentées, à la fin, il a fait gagner le match, donc bravo à lui. Ali Traoré a passé un très bon moment du côté de Paris, et vous aussi, sans doute, devant vos écrans ou devant l'ordi, parce que c'était un match à suivre aussi gratuitement et en direct sur YouTube. Il faut aussi saluer cette initiative de la Ligue nationale de basket. On passe à la question du jour. Et on va traverser l'Atlantique, Ali, pour cette dernière chronique, puisqu'on est quasiment à la moitié de la saison régulière de NBA. Les équipes ont joué entre 37 et 41 matchs, et on va se poser donc plusieurs questions et faire un petit bilan ensemble de cette première partie de saison NBA, avec la première question toute simple. Quelle est l'équipe qui vous a pour l'instant le plus impressionné? Ok, ici, clairement, meilleure défense de la NBA. Sans Chet Holmgren, qui est blessé, qui est bien blessé, et pourtant sans Caruso aussi, qui était pas mal blessé, et pourtant c'est une équipe qui domine défensivement, offensivement, qui est menée par, pour moi, le MVP de l'Euroleague. C'est dur à dire son nom de famille, on va dire SGA, c'est Juice Alexander. Non, vraiment, OKC, pour moi, c'est la quintessence du basket, et surtout ce match incroyable face aux Cavs. Ah oui. Ça, c'était vraiment, si vous êtes fan de basket, je vous conseille de revoir ce match, qui était vraiment extraordinaire. C'était le gros choc des deux équipes qui impressionnent depuis le début de saison, puisque les Cavs sont à 33 victoires, 5 défaites. Ils ont la deuxième meilleure attaque de la NBA grâce à leur coach, Kenny Atkinson, qui fait du bon boulot. Qui a fait ses armes en France, attention, qui a joué à Golbey Épinal et qui a été assistant coach au PBR à l'époque. Et Vincent Collet qui est dans l'histoire aussi. Voilà, et assistant coach de l'équipe de France cet été à Paris, et Vincent Collet qui est Clairvoy, qui est consultant des Cavs. Donc, Cocorico, les Cavs. On l'associe bien sûr à cette réussite. Ouais. L'équipe qui vous a le plus surpris, Ali, depuis le début de saison? Les Houston Rockets. Parce que les Houston Rockets, c'est une équipe qui était en mode rebuild, en reconstruction.
La saison dernière, elle n'a pas fait les playoffs, donc c'est une équipe très jeune. Mais voilà, le coach qu'ils ont, Ime Udoka, il est absolument extraordinaire. Hein. Il réussit à tirer la quintessence de ce groupe très très jeune, avec des individualités très fortes, mais même si elles sont très jeunes. Ouais. Et les voir 3e de l'Ouest, c'est ça? Deuxième, même ils sont passés là devant de l'Ouest, c'est surprenant quand même. Oui, oui, oui. Fin de 5-12 pour les fusées de Houston. Et vous l'avez dit, ces jeunes joueurs, notamment Alperen Şengün, un autre joueur européen, jeune joueur pivot turc qui mériterait quand même d'avoir sa petite sélection All-Star Game. Donc c'est le moment. Oui, bon, il l'aura, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. L'équipe qui vous a du coup à l'inverse le plus déçu depuis le début de saison NBA. Les Philadelphia 76ers. J'allais dire un gros mot. C'est le bazar. Oui. Voilà, c'est le mot. C'est le mot que je cherchais. C'est le bazar là-bas avec une superstar, Joel Embiid, qui est blessé, pas blessé, Paul George qui est blessé, pas blessé. Il y avait les seuls rayons de soleil pour moi, c'était Jared McCain d'abord, mais qui s'est blessé, qui aurait dû être rookie de l'année, et Gershon Yabusele, Cocorico, notre Français, qui a fait le pari de partir aux États-Unis. Oui. C'est limite lui qui paye pour son contrat, parce qu'il a dû payer son buyout au Real Madrid. Il ne gagne pas autant qu'il aurait gagné à Madrid. Mais voilà, il a parié sur lui-même et le pari est réussi. Et je pense qu'il aura un beau petit contrat qui l'attendra pour le futur. En tout cas, il a montré que c'est un joueur calibre même 5 majeurs en NBA. Donc franchement, chapeau à lui. La tendance, on le sait, Ali en NBA, c'est à constituer ces fameux Big Three avec des stars. Là, pour l'instant, l'arrivée de Paul George n'est pas vraiment convaincante. Il est à 17 points de moyenne, c'est assez faible, sur 26 matchs seulement, et surtout 35% à 3 points, c'est son pire total depuis sa saison rookie en 2010. Oui, clairement, Paul George, il est peut-être arrivé au moment où va falloir qu'il baisse le pied, mais ce qui est terrible, c'est qu'il a signé un contrat 3 ans au max, 200 et quelques millions de dollars. Enfin, vous savez, les salaires au NBA, c'est notre galaxie. Donc, clairement, là, je pense que les Sixers ne sont pas contents du rendement de Paul George actuellement. Dernière question, si la saison devait s'arrêter là, votre MVP pour l'instant de l'année 2024-2025 Le meilleur joueur de la meilleure équipe, chez Gilgeous-Alexander, SGA. Voilà, alors on dit que c'est un marchand de fautes, mais bon, il faut savoir les provoquer, les fautes, et de lancer franc. Mais c'est un joueur en plus tellement beau à avoir joué que vraiment, pour moi actuellement, c'est lui. Après, on met du Jokic, du Antetokounmpo. Je tiens à dire que ces trois-là, il n'y en a aucun qui est américain. Hein. Donc, voilà. Un Canadien, un Grec et un Serbe. Voilà. 31,3 points, 6,1 assists, 2 steals pour Shai Gilgeous-Alexander depuis le début de saison. Et la finale de rêve, si on doit se projeter, ce serait ce que vous avez un petit peu évoqué avant, un Cleveland OKC. Un Cleveland OKC ou un Cleveland Boston, ce serait un OKC Cleveland ou un OKC Boston. Ce serait extraordinaire. Bon, si les Lakers peuvent faire quelque chose dans cette histoire, je dirais pas non. Bien sûr. Go Lakers. Ils ont pris un petit peu de retard pour l'instant à l'allumage. Ali, merci beaucoup d'être revenu en 2025, d'être toujours avec nous pour cette émission des experts basket. Vous le connaissez, vous en avez l'habitude. La semaine prochaine, ce sera football et nous, on se retrouve dans 15 jours.